Nous allons donc entamer cette deuxième demi-journée, cette fois-ci sur la question du vieillissement dans son logement, vieillissement en banlieue ou en tout cas dans les quartiers prioritaires de la ville, vieillissement en milieu rural. Nous aurons ensuite des témoignages de maires, enfin vous avez le programme sous les yeux, vous le connaissez, et on va essayer, comme ce fut le cas ce matin, d'avoir des intervenants brillants et concis. Ils l'ont été ce matin. Vous avez apprécié, je crois, la teneur des débats. C'est les premières, je le dis à nos nouveaux intervenants qui viennent d'arriver, c'est la première fois qu'on fait ces assises sur l'habitat des seniors. Donc on a brassé large sur l'ensemble des thèmes que nous souhaitions traiter. Je crois que ce matin, on a eu une très belle photographie des différentes modalités d'hébergement. Là, on va plus aller sur la question du vieillissement dans nos villes. Et je laisse la main au plus grand géographe français, Pierre-Marie Chapon, qui anime cette séquence. Et je lui laisse la main. Merci Luc, c'est tout en modestie. Donc on a 25 minutes, parce qu'il faut qu'on rattrape un petit peu de retard. Donc, ce qui fait que mon introduction sera très courte. Donc, merci à vous d'avoir accepté de participer à cette table ronde Bien vieillir dans le parc social. Donc, on a Thierry Asselin, directeur des politiques urbaines et sociales à l'Union sociale pour l'habitat. Amélie Darlet, directrice territoriale de la régie immobilière de la ville de Paris, si je ne dis pas de bêtises. Et Thomas Chevandier, donc adjoint à la mairie de Paris en charge de la construction publique, du suivi des chantiers, de la coordination des travaux de l'espace public, et conseiller délégué au maire du 20e en charge de l'habitat et des relations avec les bailleurs sociaux. Et enfin, et c'est là-dessus que je vais commencer à vous interroger, auteur de la note « Vieillir en logement social », donc publiée par la Fondation Jean Jaurès. Peut-être, moi, il y a deux chiffres pour vous laisser la parole qui m'ont interrogé. On dit aujourd'hui qu'il y a 5% de logements sociaux qui sont véritablement adaptés à la perte d'autonomie. Ça rejoint finalement ce qu'à l'époque, en tant que modeste géographe, j'avais pu travailler il y a maintenant une dizaine d'années. J'ai l'impression que ce parc, est-ce que ça a évolué? Est-ce que les adaptations du parc de logement, est-ce que les choses vont mieux? Alors, les choses évoluent, évidemment, heureusement, mais le chemin et l'enjeu est tellement gigantesque que, faute d'une volonté politique extrêmement forte, et faute de moyens mis à la hauteur de cette volonté politique, on va se retrouver confronté à une très très grande difficulté à mesure qu'une génération qui aujourd'hui vieillit mais n'a pas encore perdu son autonomie va se retrouver dans une situation de perte progressive d'autonomie. On a plus de la moitié des locataires du parc social qui ont plus de 60 ans. Et plus on vieillit dans le parc social, moins on a tendance à en sortir, à demander, solliciter des mutations ou à évoluer dans son parcours résidentiel. Et donc ça nous met, à mesure que les années vont passer, face à ce mur-là, qui est un mur triple, le mur de l'adaptation du logement social. En fait, il y a 3 enjeux. Le premier enjeu, et vous le savez très bien, c'est de sortir de sa chambre et de pouvoir se promener dans son appartement, de pouvoir prendre une douche. C'est la question de l'adaptation. Le deuxième, c'est de pouvoir sortir de son appartement et de son immeuble. C'est la question de l'accessibilité. Et le troisième, évidemment, c'est de pouvoir aller dans son quartier. Et c'est la question notamment de l'isolement et puis de toutes les politiques d'urbanisme et de mobilité qu'on peut faire. Et c'est ces 3 volets-là qu'il faut qu'on traite, sinon on ne sera pas à la hauteur des enjeux. Et peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est de revenir justement sur ces différents enjeux. On a évoqué effectivement la question de l'adaptation du logement. Il y a 15 ans, on disait vous allez voir qu'on va avoir cette vague du vieillissement à partir de 2025-2030. Je crois qu'on y est. On y est dedans. Quels sont... Il y a peut-être un chiffre que je trouve intéressant dans votre étude, si je ne dis pas de bêtises, qu'on avait 43% des logements sociaux construits avant 1975, seuls 43% des logements sociaux construits avant 1975 sont desservis par un ascenseur. Ce qui veut dire que derrière, il y a à la fois ces sujets-là et il y a même peut-être, on l'a tous connu, des logements, des immeubles où l'ascenseur arrive à mi-palier, ce qui structurellement est problématique.
Oui, alors effectivement, là, on est dans la question de l'accessibilité et de ce qu'on appelle la mobilité verticale. Donc, comment est-ce qu'on réussit à aller de la rue jusqu'à son appartement? Et on a un parc social qui est globalement vieillissant, qui fait que près de la moitié des locataires de plus de 60 ans et également près de la moitié des locataires de plus de 80 ans, ce qui est encore plus inquiétant, vivent dans un logement social qui n'est pas dans un immeuble qui n'a pas d'ascenseur. Sachant qu'il faut ajouter à ça les immeubles dans lesquels on a les 3 petites marches pour entrer, cette idée de génie de mettre l'ascenseur à mi-étage, On voit dans beaucoup de et sans compter, et je pense que tous les bailleurs sociaux et tous les élus qui sont dans cette salle voient où je veux en venir, sans compter les pannes d'ascenseurs qui se multiplient malgré là aussi une volonté de tout le monde, y compris des ascensoristes évidemment, et donc tout ça pose vraiment une question très importante sur la question de l'accessibilité. Et si on veut rendre accessibles des immeubles comme cela, ce sont évidemment des règles d'urbanisme. Ce sont évidemment des travaux extrêmement coûteux. Or, aujourd'hui, on demande aux bailleurs sociaux d'étendre leur parc. On leur demande aussi de rénover et notamment d'isoler. Et c'est évidemment, tout ça, c'est fondamental. Mais il ne faut pas non plus qu'au milieu de tout ça, et dans des budgets qui sont extrêmement contraints, parce qu'il y a eu des choix politiques qui ont été faits ces dernières années, où on a réduit les marges de manœuvre et d'investissement des bailleurs sociaux, que quand on leur demande de s'adapter au changement climatique, qu'on leur demande d'augmenter leur parc de logement, parce qu'il y a une crise du logement et qu'on voit bien que les listes de demandeurs s'allongent, et bien que la question de l'adaptation au vieillissement, elle passe derrière. Et malheureusement, encore une fois, si on ne prend pas à bras-le-corps cette question-là, on va avoir une très grave crise dans les années à venir. Alors, on reviendra un petit peu sur les aspects urbains, moi, qui me parlent particulièrement par la suite, mais je voulais quand même vous laisser la parole parce que, on le sait, les bailleurs sociaux font beaucoup de choses. Il y a une prise de conscience qui a été engagée depuis déjà de très nombreuses années. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on construisait différemment, c'était une autre paradigme, une autre approche. On n'imaginait pas forcément finalement toutes les conséquences que ça allait poser, aujourd'hui. Quelles sont les grandes actions qui sont menées par les bailleurs sociaux aujourd'hui ? Bonjour à tous déjà, merci de nous offrir la possibilité de parler, même si je pense que tout a été dit ce matin, quand même. Pas tout. C'est venu, ou presque. Non, peut-être pour se donner quelques chiffres. Effectivement, on a plus d'un tiers des locataires du parc qui ont plus de 60 ans, plus d'un quart qui ont plus de 65 et plus de 10% qui ont plus de 75 ans. Et il s'avère que c'est un chiffre qui est évidemment appelé à augmenter de par le vieillissement de la population, mais aussi par le fait qu'on a de plus en plus de nouveaux entrants qui sont des personnes qui viennent du parc privé et qui ne trouvent pas dans le parc privé de solutions adaptées, notamment sur le plan financier à leurs besoins. Donc par rapport à ça, on a effectivement un défi assez important d'adaptation du parc, à la fois en rénovation et en construction, en ayant en tête effectivement que on a hérité du parc dont on a hérité. Un parc qui n'est pas toujours équipé d'ascenseurs, qui est parfois constitué de bâtiments R+4 avec des demi-étages, et un ascenseur sur un R+4, je vous laisse faire le calcul de ce que ça coûte en charge, c'est pas dans l'esprit de maintenir les quittances. Donc on a un vrai sujet d'adaptation du parc, et du coup en fait nous, ce à quoi on encourage les bailleurs de faire, et je pense que depuis ces 15 dernières années ils ont beaucoup progressé, c'est à la fois évidemment d'avoir une politique patrimoniale qui réponde à ces enjeux, qui veut dire on adapte le parc autant que possible, logement par logement, quand c'est la réponse qui est adaptée aux besoins du ménage. Mais évidemment, parfois, le logement peut se situer dans un immeuble qui n'est pas adapté. Donc, il y a aussi un enjeu de trouver des solutions plus globales. Donc, soit on passe par une rénovation plus forte d'un immeuble, et c'est pour ça que depuis de nombreuses années maintenant, on milite pour que les bailleurs aient les moyens de faire des rénovations d'ensemble, qui traite à la fois du thermique, c'est essentiel, du carbone évidemment, mais de l'usage. Voilà. Mais que si on ne peut pas se poser la question de la rénovation du parc sans penser aux besoins des seniors, des jeunes, je crois que ça a été évoqué ce matin. Et puis évidemment, on voit qu'une partie des réponses, on les trouvera aussi en faisant des nouveaux programmes. Vous êtes sur un quartier où il n'y a que des bâtiments R+4 sans ascenseur en demi-étage. Les seniors sont là. Si vous voulez qu'on les accompagne, il faut trouver le moyen de faire une résidence nouvelle qui réponde à ces besoins, où on peut faire des choses avec ascenseur, des espaces circulables, etc. On a de très beaux exemples. On est une grosse
grosse production en termes de démonstration de ce que font les bailleurs, notamment pour les encourager à agir. Et donc, j'ai visité il n'y a pas très longtemps, par exemple, une opération à Angers, dans un quartier en rue, où, parce qu'il fallait reloger les ménages du secteur, et ben, en fait, on a fait une résidence adaptée. On sait bien que cette résidence, elle répondra à des besoins pendant un certain temps. Voilà. Après, la dimension patrimoniale, c'est évidemment essentiel, et c'est un peu le cœur du métier du bailleur, mais on sait bien que ça ne suffit pas. Face à des locataires vieillissants, il faut aussi être un peu attentif, savoir identifier là où on a un besoin d'intervention pour adapter le logement, pour proposer une mutation. Évidemment, il y a une partie des locataires qui se manifestent tout seuls. Bon, ça, c'est très bien. Après, il y en a qui ne se manifestent pas, et on peut avoir des phénomènes d'isolement, de repli sur soi qu'on ne détecte pas spontanément. Donc, il y a tout un sujet en termes de gestion de proximité, d'être un peu attentif à ce qui se passe. Pas intrusif, mais attentif, et s'assurer que si à un moment donné, on sent qu'il y a une fragilité, on puisse intervenir. Et après, intervenir, c'est quel est le champ de compétences du bailleur et quel est le champ de compétences des autres. Donc, évidemment, le bailleur, plus ça va, plus il se structure pour avoir une politique d'ensemble sur ces sujets-là. Mais aussi, ils ont besoin de partenaires. C'est qu'ils peuvent aider un ménage à trouver une solution de logement plus adaptée, mais par contre, ce n'est pas eux qui vont apporter des services en termes de santé, de portage de domicile, d'assistance au domicile, etc. Et donc là, le rôle des bailleurs, ce n'est pas de tout faire, mais c'est d'être en relation avec l'ensemble des partenaires, contribuer à s'insérer dans un écosystème de partenaires et s'assurer qu'effectivement, face aux locataires qui ont des besoins, qu'on trouve la réponse sur le territoire à ces besoins. Voilà. Donc c'est un peu ça qu'on pousse auprès des bailleurs, ce qu'ils font de plus en plus. Je ne sais pas si on avait parlé ce matin, mais c'est vrai que depuis 10 ans, on organise avec la Caisse des dépôts, la CNAV et l'État, donc la direction de la cohésion sociale, un concours qui s'appelle le concours HLM Partenaire des âgés. Ouais, là, je vois je présente le petit guide. Et qui en fait permet de à la fois encourager les bailleurs à se doter d'une politique d'ensemble. L'idée, c'est de ne pas être que sur un champ de l'action, c'est être sur l'ensemble du dispositif, gestion locative, patrimoine, partenariat financier également. Et puis aussi de faire un peu d'émulation et donner des exemples à voir. Et donc là, ce qu'on a pu constater, nous, c'est que c'est quand même un sujet sur lequel beaucoup de bailleurs ont beaucoup progressé. Il y a de plus en plus de bailleurs qui ont une vraie politique globale sur le sujet et qui sont du coup mieux positionnés pour affronter effectivement l'augmentation qui est devant nous. Après, évidemment, on voit vu que l'augmentation ne fait qu'accélérer, enfin qu'on trouve les moyens aussi pour suivre cette accélération. Je pense que les compétences, on les a structurées. Après, il faut trouver effectivement le collectif, l'énergie et les moyens pour permettre à tout ça de se déployer dans de bonnes conditions. Dans votre note, Thierry, quelles sont un petit peu vos préconisations que vous détaillez ? Thomas, pardon. Il y a des préconisations qui rejoignent les préoccupations de tout le secteur, des bailleurs, et puis qui ont pu être portées dans un certain nombre de rapports produits par Luc Broussy, Jérôme Gage aussi à l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est une reprise de ces propositions qui sont des propositions qui font figure d'évidence. La première, c'est redonner un peu de souplesse dans les politiques de mutation. Par exemple, nous, on a, je vois ça, c'est vraiment un cas très concret. Je préside la commission d'attribution dans mon arrondissement, dans le 20e arrondissement, et on a une dame qui vit toute seule dans un T5. Et on lui a trouvé un T2. Donc elle était contente. Ce qui permet de libérer un T5 un pour T2 d'autres. qui permettait de libérer son T5. Mais aujourd'hui, les règles font qu'on ne peut pas attribuer de T2 à une personne seule. Et donc le bailleur nous a dit non. Donc en fait, elle reste dans son T5 aujourd'hui. Bon. Donc il y a comme ça, c'est un exemple, mais qui montre qu'il y a une nécessité d'adapter les règles au niveau de la mutation. Il faut aussi peut-être rendre plus attractif les modalités, par exemple en garantissant un maintien du prix au mètre carré en cas de mutation vers un logement plus petit. Donc ça, c'est pour la question des mutations. Après, globalement, vu que là, on est principalement dans la question physique, donc de l'accessibilité ou de l'adaptation, c'est une question de moyens, c'est une question de capacité d'investissement, parce que les bailleurs, ils le font dès lors qu'ils en ont les moyens. Donc moi, je suis élu d'une ville qui est Paris. On a des bailleurs sociaux qui sont plutôt dans une santé financière qui leur permet d'investir peut-être davantage qu'à d'autres endroits. Et donc, quand on fait une rénovation
une rénovation thermique, il y a un plan climat. Il y a évidemment le volet fonctionnel et donc il y a des travaux d'adaptation, notamment des salles de bain qui sont faits. Mais ça devrait évidemment être généralisé partout. Mais c'est avant tout là une question de moyens. Et s'il n'y a pas ces moyens, il ne peut pas y avoir derrière les travaux parce que les bailleurs sociaux, ils ne peuvent pas les mettre en œuvre. Mais il y a en tout cas, dans la profession, dans le secteur, le sujet, il est identifié. Il y a des progrès très importants qui ont été faits. Il y a des conventionnements aussi entre l'USH et l'État qui existent. Donc cette question, elle est là, elle est présente. Elle est centrale. Mais tant qu'il n'y aura pas les moyens pour faire ces travaux, on ne pourra pas être aussi à la hauteur de l'enjeu. Le coût moyen d'adaptation d'un logement, c'est entre 10 et 15 000 euros. C'est d'après, c'est à peu près un peu plus, un peu moins. Non, c'est moins en ce qui nous concerne. Et déjà, on est pas mal. On est plutôt autour de 6 000, 6 500. Ouais. Et c'est bien. Par logement. Par logement. Juste, je voulais, avant de vous laisser la parole, Amélie, est-ce que Thierry, par rapport à ce qui a été dit, si vous souhaitiez ajouter des précisions? Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est de bien se poser la question du point de vue aussi des personnes dont on parle. C'est que dans le travail qu'on essaye de faire, nous, au niveau de l'USH, c'est de bien donner les éléments de compréhension aux acteurs sur c'est quoi faire répondre aux besoins du vieillissement. On a fait, c'est ma petite journée pub, je vous préviens, on a fait un petit guide qui s'appelle Vieillir heureux en HLM, qui s'exprime du point de vue d'un locataire qui vieillit, qu'est-ce qu'il attend. Et en gros, évidemment, il a des attentes assez fortes sur son logement, j'y reviendrai. Il a des attentes aussi sur le fait qu'il puisse vivre en contact, en lien avec des personnes, donc pas isolé. Et il a aussi des attentes sur le fait de pouvoir vivre sa vie un peu comme il l'entend. C'est-à-dire que pouvoir être dans un collectif s'il le souhaite, être plus autonome et indépendant s'il le souhaite, participer à aider des gens ou pas. Et donc je pense qu'il est important, c'est aussi de se poser des questions par rapport à ça. Je dis ça parce que par rapport à la question du logement, quand on pose la question aux locataires de qu'est-ce qu'ils attendent de leur logement alors qu'ils sont dans une phase d'âge senior, va-t-on dire. La première chose qu'ils disent, c'est qu'ils disent pas je veux une douche de plein pied et un circuit lumineux pour aller de la chambre à la salle de bain. Ce qu'ils disent, c'est je veux une chambre en plus pour effectivement pouvoir accueillir ma famille, mon neveu, etc. Je veux des rangements parce que même si au moment où j'ai déménagé, j'ai fait le deuil de beaucoup de choses, il faut quand même que je garde son élément. C'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Et puis je veux avoir accès à des services, aller chez le médecin, pouvoir me déplacer dans le quartier. Et donc il faut penser un peu à tout ça. Voilà. C'est vrai que du coup ça fait un peu écho à ce qu'on vient de dire, c'est que effectivement sur la règle de mutation, c'est pas toujours la peine de s'acharner à vouloir forcément déplacer une personne pour la mettre dans un T2 quand il y a un plus grand logement, parce que on va pas obtenir son accord, donc faire le bonheur des gens à leur rencontre, ça marche pas toujours. D'autant plus que les petites surfaces bien localisées, c'est celles dont tout le monde a besoin. Je crois que c'était dit ce matin. Un jeune qui commence dans la vie, il a aussi besoin d'un T2. Une personne seule qui rencontre des difficultés passagères, elle a besoin d'un T2. Donc quelque part, si on cherche absolument à déplacer des personnes qui sont dans un logement un peu grand, certes, pour les mettre dans un logement un peu petit, il y a des territoires, pas partout, où ça va poser des questions. Il y a des territoires où on a un besoin structurel de grands logements, donc là il faut avoir des petites adaptations. Et il y a des territoires où on a moins besoin, donc il faut faire preuve de souplesse. Et après, sur quoi nous on insiste, c'est que néanmoins, il faut aussi créer une offre nouvelle pour ces personnes-là, à la fois alors, sous toutes les formes, parce qu'en fait, on sait bien qu'il y a différentes formes, il y a peut-être parfois trop de logements destinés aux seniors, mais la raison pour laquelle ça existe, c'est qu'en fait, vu que tous les seniors n'ont pas les mêmes attentes, on peut avoir dans des différents types de résidences différents types de fonctionnement. Typiquement, la personne qui souhaite vivre en collectif avec beaucoup d'animation, participer à un projet d'ensemble, on va le mettre dans de l'habitat inclusif parce que ça correspond à son projet de vie. Une personne qui est plutôt un peu indépendante, est-ce que c'est la peine de lui demander de participer aux activités? Pas forcément. Voilà. Donc le fait qu'il y ait plusieurs solutions, c'est aussi important. Après, du coup, il faut aussi se dire qu'on a une capacité de développer ces types de solutions et que le cadre politique, réglementaire le permettent. C'est vrai qu'on a constaté, nous, dans les expériences qu'on a pu remonter, c'est que les bailleurs sont assez innovants avec leurs partenaires pour trouver des solutions de béguinage, de réseau autonomie, d'habitat inclusif, d'habitat intergénérationnel. Parfois, pour les mettre en œuvre, c'est un peu le parcours du combattant, arriver à se mettre d'accord avec la DDT, etc. Parfois, on a un cadre réglementaire qui est jugé un peu strict. Donc, se dire que quelque part, il faut d'abord répondre aux besoins et après, on adapte quelque part, on prend les marges de manœuvre qui existent dans la réglementation pour le faire, ça me paraît assez utile. Et du coup, ce que je vous propose, c'est justement une bonne pratique. Un bailleur qui a vraiment une approche que j'ai trouvée très intéressante quand on a préparé cette table ronde. Donc, vous gérez 60 000 logements, si je dis pas de bêtises. Vous avez 50% des logements qui sont occupés par les personnes de plus de 50 ans dans votre parc. 60. 60 même. Ça a dû augmenter encore depuis la dernière fois. Et donc, vous avez en fait une approche autour de l'agenda 21, mais j'en dis pas beaucoup plus. Vous allez voir, c'est très intéressant.
Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, la RIVP, c'est un des 3 bailleurs parisiens avec un patrimoine parisien et Grand Paris. Effectivement, il y a 4-5 ans, sortie de crise sanitaire, le problème, la problématique du vieillissement, c'est quelque chose que toutes les équipes touchaient du doigt de manière très concrète. Et donc, on a souhaité à ce moment-là développer une démarche pour laquelle on a été accompagné par Jérôme Gage et Luc Broussy, qui visait à déployer ce qu'étaient les agendas 21 pour la longévité qui avaient pu être déployés pour des collectivités locales et de décliner cette démarche chez un bailleur. L'enjeu pour nous, c'était vraiment de se dire que le sujet du vieillissement chez un bailleur, ce n'est pas un sujet d'expert, c'est vraiment le sujet de tous, quel que soit le métier que l'on fait chez le bailleur. Donc à ce titre-là, on a réinterrogé toutes nos pratiques pour les adapter au mieux. Et puis le deuxième sujet, et Thierry le disait, c'était de dire, nous, bailleurs, on n'est pas là pour se substituer à ce qui existe, mais par contre, on est véritablement tiers de confiance pour les locataires. Donc, c'est vraiment d'orienter les locataires vers les dispositifs qui existent et les aides qui existent. Donc, vous avez combien d'axes? On a une vingtaine? Alors, on a sorti un plan d'action en 2021, effectivement. Donc, l'objet, c'est pas que je vous fasse la liste. Non, on en a présélectionné. Mais peut-être vous, pour que vous voyez un petit peu la diversité des sujets et des enjeux, 2 sur le volet adaptation de l'offre d'habitat et 2 sur le volet offre de services. Sur le volet offre d'habitat. Alors, avec le droit à l'adaptation du alors, logement. Voilà, nous... Partant du constat que, effectivement, les locataires qui nous sollicitent pour adapter leur logement, souvent, ont déjà eu un premier accident. Et donc, malheureusement, il est un peu tard, je dirais, et en plus, les travaux sont d'autant plus conséquents. On a un peu inversé la manière d'appréhender les choses. On a parlé de droit à l'adaptation, et nous, notre enjeu, c'est vraiment de pouvoir dire à nos locataires, vous avez 60 ans, vous pouvez bénéficier d'une adaptation de votre logement. Et donc, on a suscité comme ça beaucoup plus de demandes. Et nous, toutes les demandes que l'on fait aujourd'hui, c'est du temps gagné pour demain. Et puis, on arrête de parler d'adaptation. Et donc, on propose des packs confort. Parce que quand vous avez 60 ans et qu'on vous parle d'adaptation, ça ne vous parle pas. C'est quelque chose qu'on veut repousser au plus... Donc, on parle de pack confort, et dans ce pack confort, l'idée, c'est aussi d'aller plus loin que ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire non plus d'adapter seulement les salles d'eau, les toilettes, mais effectivement d'aller jusqu'à l'adaptation de la cuisine. Donc, aujourd'hui, on fait plus d'adaptation et on fait mieux, plus qualitatif pour répondre aux besoins. Alors, bien entendu, ça pose quand même un sujet, c'est que tout ça est essentiellement financé sur de l'exonération de TFPB. Ça, c'est important de le signaler. Mais que tout ce qu'on fait en plus aujourd'hui, on a quand même un vrai sujet. Beaucoup se fait sur nos fonds propres. Et donc, je ne redis pas ce qui a été dit déjà ce matin, mais l'enjeu du financement et de la pérennité de ces financements est essentiel. Est essentiel. Et votre objectif, 25% du parc adapté d'ici 2027. C'est ça. C'est notre objectif. Vous, juste par rapport, c'est aussi le développement, en 2 mots, l'habitat inclusif? Donc oui, partant, et ça a été évoqué ce matin, du constat que donc plus de la moitié de nos locataires ont plus de 60 ans, qu'on a adapté une grande partie des logements, nous avons des résidences de fait où l'enjeu pour nous, pour faire de l'habitat inclusif, c'était effectivement d'ouvrir des lieux et que ces lieux soient animés pour répondre aux besoins des locataires. Donc on a profité d'un gros projet de réhabilitation dans le 14e arrondissement pour déployer un projet d'habitat inclusif. Alors peut-être 2 spécificités. La première, c'est qu'on a décidé d'internaliser ce qu'était l'animation de ce lieu. Ça veut dire qu'on a recruté un coordinateur intergénérationnel et qu'on l'a formé au métier. Là encore, ça pose un sujet de pérennisation du modèle. Demain, on se dit qu'on va retenter l'expérience sur d'autres sites et on s'interroge très clairement sur le fait de pouvoir former nos gardiens à ce volet animation. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur ça. Exactement. Le rôle du gardien doit évoluer dans les prochaines années. C'est ça. Et puis peut-être deuxième enjeu autour de ce projet d'habitat inclusif, on aimerait bien qu'au-delà de tout ce qui est accès au droit, tout ce qui est prévention de l'isolement, santé, etc., il y a une composante qu'on aimerait bien amener dans ce lieu, c'est la composante soins.
Et à ce titre-là, on souhaiterait travailler avec les opérateurs de soins à domicile pour que ce lieu nous permette aussi de développer cette dimension. En 2 mots sur les offres de services de proximité, avec notamment un dispositif, j'aime bien les 2, forum d'association et dispositif d'aide au bricolage. Alors, Forum des associations, effectivement, très tôt, quand on a déployé cette démarche, et encore dans cette idée que nous sommes tiers de confiance et nous sommes intermédiaires, on a organisé sur nos pieds d'immeuble des rencontres à l'attention de tous les locataires, pas uniquement seniors, parce que tous nos locataires sont potentiellement intéressés, parce que aidants ou directement concernés par le sujet du vieillissement. Et dans ces rencontres pieds d'immeuble, on fait venir tous les partenaires, donc effectivement les services sociaux d'arrondissement, les associations locales, mais aussi la police municipale. Donc on fait venir tous les partenaires, et donc les premiers forums que l'on a fait en pied d'immeuble ont rencontré un énorme succès, si bien qu'aujourd'hui on les organise en interbailleurs. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on reproduit et qui répond toujours à un besoin, toujours dans cette idée que sortir pour aller chercher le service, c'est pas forcément évident. Donc on fait venir les services à l'intérieur de nos résidences. Sur l'aspect petit, parce que vous me disiez que c'était un point intéressant, sur l'aspect aide au petit bricolage, on a beaucoup tourné autour de ce sujet et on tourne encore beaucoup autour de ce sujet, mais on commence à développer sur plusieurs de nos résidences un principe qui est que toutes les semaines, il y a une structure, alors bien souvent entreprise à but d'emploi, entreprise d'insertion, qui intervient sur la résidence. Les locataires qui ont un besoin en petit bricolage s'inscrivent, et quand l'entreprise passe, elle intervient pour rebrancher du matériel informatique, fixer une tringle à rideau ou autre. Et donc ce schéma-là, on aimerait bien le déployer avec un sujet effectivement qui est toujours un sujet financier derrière. C'est comment on finance ce type de modèle qui répondent vraiment à un besoin du quotidien. Et peut-être 3 choses qui sous-tendent la démarche, mais qui sont importantes. Qui sont très importantes, notamment au niveau de la formation des équipes, la culturation. Allez-y, mais vraiment en un mot. 3 choses qui sont importantes. La première, c'est qu'on n'a pas fait ça sans consulter les locataires. Donc, on s'est appuyé sur un panel de locataires qu'on a interrogé pour comprendre leurs besoins. Bien souvent, on a tendance à surinterpréter le besoin. Donc, panel de locataires qu'on continue d'interroger. Deuxièmement, on a formé toutes nos équipes et on a construit un parcours de formation avec l'AFPOLS pour former nos équipes à l'enjeu du vieillissement. Et troisième chose, c'est qu'on réunit un comité des partenaires tous les ans, parce qu'encore une fois, financement, appui des partenaires, et donc on rend compte de nos démarches auprès de ces partenaires, et puis on se nourrit aussi des propositions qu'ils peuvent nous faire. C'est tout ? C'est parfait. Merci. Je vous avais dit que c'était vraiment très, très intéressant et très clair en fait sur toutes les actions que vous menez. Peut-être pour terminer, puisqu'on va arriver déjà pratiquement à nos 25 minutes, peut-être réagir, je sais, Thomas ou Thierry, ou les deux. Peut-être sur ce dernier point, sur la question de la lutte contre l'isolement, qui est évidemment là aussi une problématique centrale pour les seniors, notamment dans les quartiers populaires. Les bailleurs auront un rôle central, on s'en est tous rendu compte au moment du Covid, où pour le coup il y a eu à ce moment-là, ils ont été, au moment des confinements, les bailleurs sont sortis du cœur de leur mission, et on a pu voir très concrètement l'importance à ce moment-là que pouvait avoir en situation de crise ce maillage de professionnels de grande proximité, et qui par ailleurs connaissent les gens, connaissent leurs résidences, connaissent leur quartier, connaissent leurs besoins, et évidemment les gardiens sont les premiers. Et là, je ne peux que rejoindre évidemment ce constat, puis on le fait ensemble, de nécessité peut-être de faire évoluer un certain nombre de missions, et donc derrière de travailler sur la formation, évidemment peut-être une gestion locative de plus en plus spécialisée sur le sujet du vieillissement chez les bailleurs. Et puis enfin, toujours dans l'ultra-proximité, il y a la question des pieds d'immeubles. On a des pieds d'immeubles qui sont souvent vides, et pour autant, c'est vraiment les endroits où peuvent se faire les rencontres, c'est vraiment les endroits où on peut sortir de l'isolement, c'est vraiment l'endroit où on peut faire
de l'intergénérationnel, c'est l'endroit où il peut y avoir des solidarités. Il y a des initiatives, il y a des tiers-lieux intergénérationnels qui ont été développés notamment en Seine-Saint-Denis. Et il faut qu'on soit capable de le faire parce que là aussi, c'est très frustrant quand ça fait des années qu'on passe devant la même résidence et puis on voit toujours le pied d'immeuble qui est toujours fermé. Puis c'est le cercle vicieux. Et donc voilà, ça aussi c'est un levier très important sur lequel, pour le coup, c'est un tout petit peu moins une question de moyens, mais de capacité à faire travailler tous les acteurs ensemble. Et pour le mot de la fin, Thierry ? Non, peut-être trois choses. Un, effectivement, dire que la question du vieillissement, ça s'aborde globalement pour les bailleurs. Nous, on a beaucoup insisté là-dessus, donc c'est un vrai projet d'entreprise qui implique tout le monde, toutes les directions. Et effectivement, c'est important de se dire, et d'abord les locataires. C'est qu'effectivement, il faut d'abord partir de leurs attentes à eux, parce que sinon on peut arriver avec des solutions toutes faites, un peu techniques. C'est pas ça le besoin. Donc le besoin, je pense que ce qu'a indiqué la RVP de dire, d'abord on réunit les locataires, on les fait parler. Beaucoup de bailleurs le font, ça je pense c'est important. Mais nous, ça nous paraît essentiel de se dire, voilà, c'est un projet d'entreprise globale qui nécessite évidemment d'évoluer. Ça pose des questions sur le rôle du gardien, vous l'avez tous dit. On pourra se reparler de comment on finance un gardien un jour. Deuxième élément, effectivement, c'est que le bailleur, c'est le tiers de confiance, c'est le point nodal qui peut faire le lien avec les partenaires. Donc la question du partenariat et comment est-ce qu'on structure un partenariat, c'est évidemment essentiel. On ne peut pas tout faire non plus, mais on crée les conditions pour que ça se passe bien et pour que les personnes trouvent les réponses à leurs besoins. Et tout ça, en fait, ça marche d'autant mieux qu'on s'inscrit autant possible dans des politiques publiques un peu structurées, un peu cohérentes, qui déjà permettent à ces partenaires d'exister, parce qu'eux aussi, il faut qu'ils aient leur mode de fonctionnement, et donner un cadre d'intervention aux bailleurs qui soit aussi un peu stable, qu'on préserve et qu'on structure ce qui existe, et puis surtout qu'on donne un peu plus d'air pour agir, parce qu'on voit que les compétences sont là. Après, ce qui manque pour avancer, pour aller plus vite, c'est avoir cette énergie et cet air et un peu de moyens quand même, quoi. Et c'est parfait. Écoutez, merci beaucoup à vous tous. Je crois qu'on peut vous applaudir.